Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Brunel, je suis le vice-président exécutif chez Alcatel-Lucent Entreprises en charge des solutions de communication. Et donc j'ai le plaisir ce soir d'introduire cette conférence qui va clôturer l'Open Day d'Illkirch. Open Day qui aura été encore l'occasion pour nos collaborateurs de présenter à nos clients, à nos partenaires, mais aussi à l'écosystème de la région avec des institutionnels, mais aussi des entreprises qui sont venues voir ce qu'on faisait autour de l'innovation chez ALE. Et c'est un réel plaisir pour nous de faire ça chaque année et d'avoir cette communauté et ces visites qui grandissent, puisqu'en termes de visites, on a encore augmenté d'une dizaine de pourcents le nombre de personnes qui viennent. Et pour cette conférence, on a dû refuser des gens. Donc c'est bien. Vous avez pu voir que dans l'innovation, on parle d'un certain nombre de sujets. On parle d'intelligence artificielle, on parle de parallèle aux machines, on parle d'ouverture des systèmes grâce aux API. Mais c'est surtout l'occasion pour nous d'avoir des échanges directs entre nos experts, parce qu'ici la différence avec un événement commercial classique, parce que ce n'est pas du commerce à la base, mais même si on pose notre marque, bien sûr, mais c'est surtout l'occasion pour nos experts de présenter avec leur passion ce sur quoi ils travaillent. Et une partie des projets sont vraiment très, très tôt dans le domaine du développement, et c'est vraiment avec leur cœur qu'ils vous parlent de ces solutions. C'est l'occasion pour nous de faire du réseau, du networking avec l'écosystème et de grandir la confiance avec nos clients dans la vision qu'on a de l'avenir des solutions de communication pour les entreprises, mais la confiance aussi dans la marque et dans la société. Et confiance, ça me fait une introduction toute trouvée pour le sujet qui arrive, qui est la blockchain, puisque l'ambition avec la blockchain, c'est effectivement de travailler sur l'intégrité, sur la confiance dans les transactions, dans les communications. Et donc ce soir, nous avons un panel de speakers pour vous qui vont couvrir le sujet. On commencera avec Bernard, où on parlera un petit peu de sécurité de blockchain. Et après, on aura Julien, Franck, François, Quentin et Emmanuel qui clôturera la session. Donc profitez bien de cette session. Je pense que ce sera interactif et qu'il y aura l'occasion de poser des questions si vous en avez, bien sûr. Et puis après, on aura l'occasion, je l'espère, de se retrouver autour des espaces de démonstration pour effectivement clôturer définitivement cette Open Day d'Illkirch. Donc bonne session et à tout à l'heure. Bernard ? Bonjour à tous, merci d'être venus. Je tenais déjà tout d'abord à remercier Alcatel-Lucent de nous accueillir dans ses locaux et vous dire que Azastec est donc l'organisateur de cette conférence, mais en partenariat aussi avec la CCI Alsace Eurométropole, avec Alcatel-Lucent et avec le Hacking Industry Camp. Alors pour vous présenter ce Hacking Industry Camp, je vous propose d'entendre Monsieur Bloch. Alors je prends mon petit papier. Monsieur Bloch, vous êtes un passionné de communication et de numérique. Vous êtes cofondateur de l'association Blockchain Valley. Vous êtes booster de l'innovation au sein du groupe ES. Et vous êtes à ce titre co-organisateur du Hacking Industry Camp. Donc je vous propose d'en dire quelques mots. Merci Isabelle. Je vais vous parler très rapidement du Hacking Industry Camp. C'est un événement qui a lieu très très prochainement, puisque ça va se passer du 12 au 14 octobre. Alors, juste dans la salle, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Hacking Industry Camp? Ouf, ça va. D'accord. D'un hackathon en général? Ouais. Ok. En gros, un hackathon, c'est 54 heures pour arriver à relever un défi, pour faire un POC, c'est-à-dire une première expérimentation qui montre qu'il y a une faisabilité à la fois technique et financière en termes de business model par rapport à une idée qu'on pourrait avoir, quoi. Donc ça va se passer à l'INSA à Strasbourg, donc boulevard de la Victoire, et c'est organisé par ES et Alsace Digital qui est professionnel là-dessus. Je voulais juste vous montrer deux vues sur le Hacking Industry Camp. Pour nous, ES, c'est vraiment on a voulu l'organiser parce qu'on veut accélérer notre transformation numérique. Et on est une grande entreprise et c'est pas simple, on en parlait juste avant avec Alcatel. Donc dans les grandes entreprises, c'est comment mobiliser les personnes, etc. Et donc il s'agit de faire à la fois de la culturation et de la dynamique interne. Et comme je le dis souvent, ça, pour les étudiants ou pour même les salariés de l'entreprise, c'est souvent plus d'ailleurs du développement personnel que du développement professionnel, parce que les gens en 48 heures vont être au sein d'une équipe pour développer un projet et sans se poser la question, chacun peut apporter finalement quelque chose au projet sans savoir
exactement l'expertise qu'il amène, etc. C'est vraiment l'ensemble qui est important pour arriver à mener à bien un projet, quoi. C'est juste une vue que j'ai prise pour vous montrer, selon le Gartner Group, c'est les 10 tendances technologiques de 2018. Dans le cadre du Hacking Industry Camp, aujourd'hui, il y a à peu près déjà 18 défis qui sont proposés sur le site du Hacking Industry Camp. Il y en a 12 qui concernent ES. Et sur les 12, donc je les ai essayé de les caler sur ces 10 grandes tendances. Et pour nous, c'est vraiment intéressant parce que sur les 12, on couvre potentiellement le spectre de 7 de ces grandes tendances technologiques avec lesquelles on n'est pas du tout à l'aise dans l'entreprise, mais c'est justement, on a 48 heures, 54 heures pour accélérer notre connaissance, notre acculturation par rapport à cette technologie. Parmi ces projets, il y en a un que je porte en l'occurrence, qui comme par hasard concerne la blockchain et que j'aurai l'occasion de développer notamment avec mes copains cofondateurs de Blockchain Valley, qui sont aussi coachs d'ailleurs pour certains dans le cadre du Hacking Industry Camp, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que pour nous c'est très important d'y participer, de venir en parler ici, parce que pour nous c'est vraiment aussi essentiel d'animer l'écosystème de l'innovation en Alsace. On est tous aujourd'hui à avoir certains ont des services de R&D en interne. On est vraiment dans de l'open innovation et évidemment ouverte pour désiloter nos services dans nos grandes entreprises, mais aussi pour nous ouvrir à l'extérieur, que ce soit avec le monde de l'enseignement, des collectifs divers et variés sur des nouvelles technologies. Et c'est intéressant parce qu'il y a des fois des associations ou des collectifs qui ne sont pas identifiés en tant que tels au départ et qui deviennent un peu des référents auprès de l'agence Grand Innov ou de la région pour essayer justement de booster tout le monde, pour essayer de faire en sorte que ces nouvelles technologies intègrent mieux le monde des entreprises alsaciennes pour le développement du territoire, quoi. Voilà. Juste un dernier mot, voilà. C'est une aventure humaine, c'est une très très bonne ambiance. Et n'hésitez pas, si vous avez des collègues, des salariés ou vous-même, à venir participer dans les équipes ou sinon assister aux conférences. En tout cas, c'est un grand moment à vivre. Voilà. J'espère vous voir quelques-uns parmi vous d'ici le week-end prochain. Merci Bernard. Donc un beau programme en perspective. Et vous avez vu que les écoles sont partie prenante aussi, hein, comme l'INSA, l'ECAM. Donc il y aura des étudiants de ces écoles, télécom physique aussi, j'allais oublier. Donc tout ça pour remettre un petit peu en perspective, puisque Alsace Tech fédère les 14 grandes écoles d'ingénieurs, d'art, de design, d'architecture et de management d'Alsace. Donc vous retrouvez les logos de toutes les écoles, et certaines vont témoigner des compétences dont elles disposent pour mener à bien, on espère en tout cas, le programme blockchain. Voilà. Donc le programme de la soirée, vous l'avez dans vos pochettes. Je tenais juste à vous préciser que la conférence est filmée, elle est retransmise en direct sur le Facebook d'Alsace Digital, et si vous voulez la revoir en différé, vous pourrez regarder sur le site YouTube Alsace Digital. Vous aurez toutes les informations en fin de conférence si vous voulez vous la repasser. Voilà. Donc pour démarrer sur la blockchain c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, on se pose beaucoup de questions. La blockchain, ce n'est pas que des transactions financières. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous êtes intéressé par ce qui peut, les applications industrielles que vous pourriez en faire. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de voir quelles sont les opportunités de la blockchain pour les industries, pour le secteur industriel. Est-ce qu'il faut anticiper? Comment il faut se préparer? Et à voir si effectivement cette technologie ou cet outil va pouvoir être une opportunité et pour permettre aux entreprises de devenir des industries 4.0. Alors on ne parlera pas de technique, hein, c'est pas l'objectif, mais vraiment de voir quelles peuvent être les applications industrielles. Alors pour démarrer, on va essayer d'expliquer ce que c'est que la blockchain. Donc Monsieur Brodier et Monsieur Decorde vont vous parler de ce que c'est que la blockchain. Donc Julien Brodier, Société Thallium, vous êtes un expert en technologie blockchain et en intégration système. Vous êtes président de l'association Blockchain Valley, donc une fois encore, et cofondateur de la société Thallium, qui est un intégrateur blockchain et middleware présent à la fois à Paris et à Strasbourg. Et vous avez travaillé pendant 14 années sur des projets de digitalisation de processus dans divers secteurs, dont les 3 dernières années sur sur des projets de blockchain en production comme Sunchain Energy, LGO Markets et BC Diploma. Vous allez nous expliquer tout ça. Et Monsieur Decorde, en fait, vous êtes ambassadeur Exolover pour la transformation exponentielle et secrétaire de Blockchain Valley. Et vous insufflez des business models exponentiels et vous facilitez l'innovation disruptive. Je vous laisse.
Bonsoir à tous. Donc merci de nous accueillir ici. Donc effectivement, je suis Julien Brodier, donc cofondateur et directeur technique de la société Thallium, qui est un intégrateur middleware et blockchain situé à Paris et Strasbourg. Donc on va tenter de vous expliquer en quelques minutes la technologie et surtout ses applications dans l'industrie. Première chose, pour entrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une blockchain ? La façon la plus simple de voir les choses, c'est de considérer ça comme une grande base de données distribuée. Et sa particularité, c'est qu'elle est incensurable. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque j'inscris une transaction ou une donnée dans cette base de données, personne ne va pouvoir modifier ce que j'ai inscrit. Il n'y a pas d'administrateur, personne n'a des droits privilégiés sur cette base de données. Donc, on va voir que ça lui procure tout un tas d'applications. Et la blockchain permet, grâce à cette base de données incensurable, d'échanger de la valeur. Alors, vous connaissez peut-être l'exemple de transactions financières avec les crypto-monnaies, mais on peut inscrire d'autres choses que des transactions financières dans une blockchain. Tout type de données peuvent être envoyées sur une blockchain. Donc transférer de la valeur et inscrire une donnée à vie. C'est ça la particularité, c'est que cette donnée, non seulement elle ne peut pas être modifiée, mais en plus elle ne peut pas être masquée. Et elle est publique. Donc la blockchain, c'est un protocole, c'est une technologie, mais c'est aussi un réseau de participants. Donc le principe, c'est que l'ensemble des participants du réseau blockchain partagent ce qu'on appelle un ledger, un registre, une base de données distribuée. Donc chaque nœud du réseau possède une copie parfaitement identique de la blockchain. Si un nœud disparaît, tous les autres nœuds possèdent également cette copie. Ça, c'est entre autres un des éléments qui permet que les données sont incensurables. Alors ensuite, concernant le nom blockchain, je ne vais pas rentrer dans le détail du protocole, ce serait trop long. Simplement, c'est un détail d'implémentation qui fait que les données sont organisées en blocs. Et dans chaque bloc, vous avez des transactions. Dans une transaction, on peut retrouver soit une donnée financière, un transfert de valeur, ou n'importe quel autre type de données arbitraire. Donc le fait que ce soit une chaîne de blocs fait que si quelqu'un voulait modifier l'historique, l'ensemble de ce qui suit la modification deviendrait invalide et cette invalidation serait immédiatement visible de l'ensemble des acteurs. Donc ça permet vraiment de conserver l'intégrité, de s'assurer de l'intégrité des données qui y sont inscrites. Donc les propriétés, la propriété la plus importante encore une fois, c'est le caractère infalsifiable de la blockchain. Donc ça permet, ou non répudiable, dans le cas de transactions financières, évidemment, si on exécute un paiement, si on transfère une valeur d'un point A à un point B, on veut absolument garder cette transaction inscrite ad vitam. L'autre propriété importante, c'est la transparence. Sur une blockchain publique notamment, quiconque a accès à l'ensemble des transactions depuis le début où ce réseau a été créé. C'est-à-dire que sur la blockchain la plus connue, qui s'appelle la blockchain Bitcoin, l'ensemble des transactions depuis une dizaine d'années sont lisibles par quiconque, et n'importe qui peut écrire des transactions sur cette blockchain. L'autre particularité, c'est qu'elle est instantanée, c'est-à-dire qu'on peut transférer une valeur d'un point A à un point B, une valeur financière ou un autre type de valeur, sans délai, c'est-à-dire en quelques secondes, en quelques minutes, selon les types de protocoles blockchain utilisés. L'autre caractère important, c'est le fait que ce transfert de valeur, il est bon marché par rapport à d'autres alternatives de paiement ou de transfert de valeur. Bon marché, ça veut dire que quand je veux écrire une transaction sur une blockchain, j'ai quand même besoin de rémunérer les validateurs, les gens qui sécurisent le réseau. Il y a dans un réseau blockchain certains types de nœuds qui vont valider les transactions, valider l'intégrité, et le fait que si je veux dépenser une valeur, une certaine somme, je la possède bien. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser une blockchain ? Le plus simple, c'est le cas des blockchains publiques. On n'a rien à installer, si ce n'est ce qu'on appelle un portefeuille qu'on installe. C'est un logiciel qui est libre, gratuit, qu'on installe sur son poste, qui nous permet de générer ce qu'on appelle une clé cryptographique, qui nous permet soit de recevoir ou de dépenser une valeur, mais pas seulement.
Je peux signer aussi tout autre type de transaction. Je peux signer n'importe quelle donnée et l'inscrire donc dans la blockchain. Alors, la blockchain, on la retrouve actuellement dans tout un tas de secteurs. Le plus évident, c'est la fintech ou l'assurance. Mais on va voir qu'il y a aussi l'énergie, qui est un secteur très concerné, la supply chain, et puis tout ce qui est notarisation, preuve d'existence d'un document à une date donnée, ou timestamping. Depuis environ 3 ans, il y a une nouvelle génération de protocoles de blockchain qui sont apparus, blockchain 2.0 si vous voulez, qui permettent d'exécuter des transactions complexes qu'on appelle smart contracts. Au lieu de dire je transfère une valeur d'un point A à un point B, simplement, je peux donner une condition, par exemple, plus ou moins complexe. Je transfère une valeur d'un point A à un point B sous telle condition. Si par exemple, dans le cas d'une assurance de retard de vol, je peux dire si le vol, si l'avion est en retard, alors j'indemnise automatiquement les passagers. Alors ça, vous allez me dire, peut-être c'est un programme classique déployé sur un serveur pourrait très bien le faire. La différence, la grosse différence, c'est que ce programme ici va être exécuté sur des milliers de nœuds et que vous avez la garantie absolue que ce programme sera exécuté comme le code le prévoyait initialement. Alors que sur un serveur classique, un administrateur peut arrêter le programme, il peut y avoir un problème matériel ou une défaillance quelconque. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire confiance à un tiers. C'est ça la différence majeure qu'on a avec un smart contract, entre un smart contract et un programme classique. Donc ça, c'est les nouvelles avancées en termes de protocole. Malgré ça, on a quand même des défis à résoudre que je vais expliquer un petit peu après en termes de sécurité. En général, les problématiques de sécurité sont plutôt autour de la blockchain, par exemple sur la sécurisation des clés. La blockchain, l'intégrité de la blockchain est rarement concernée. Quand il y a des piratages, des hacks, c'est plutôt tout ce qui est autour. Les autres problématiques où il y a beaucoup d'innovation en ce moment, c'est tout ce qui est confidentialité. Quand on émet une transaction sur la blockchain, elle est parfaitement transparente pour tout le monde, quiconque peut auditer la blockchain. Donc, dans certains cas, par exemple dans la santé, on veut pouvoir garantir la confidentialité de données patients ou dans le cas de la fintech, on veut pouvoir effectuer des transactions de manière privée. La scalabilité également, c'est un problème, c'est un enjeu actuel. Donc, pareil, il y a tout un tas de protocoles qui sont en train d'être développés, j'en parlerai un petit peu après, qui permettent d'avoir des débits beaucoup plus élevés, même sur des blockchains publiques. Et puis le dernier défi, c'est les coûts des transactions qu'on veut rendre quasi nuls ou presque nuls. Donc là, il y a certaines blockchains qui sont déjà disponibles, blockchain publiques, où le coût est quasi nul. Et puis il y a d'autres variantes de ledger, de registres non blockchain, mais qui s'apparentent à des blockchains, où le coût est complètement nul. Il y a 2 types de blockchains, principalement. Les blockchains publiques, elles sont accessibles à quiconque. Quiconque télécharge un portefeuille, un wallet, et se génère une clé. On n'a pas besoin de permission pour y accéder, et on peut directement effectuer une transaction ou recevoir une transaction. Donc, sur les blockchains publiques, quand je veux écrire, quand je veux modifier l'état du registre, j'ai quand même besoin d'accompagner ma transaction d'une petite taxe qui va rémunérer l'ensemble des nœuds qui sécurisent le réseau. Sur les blockchains consortium, qu'on appelle également blockchain privée, la grosse différence, c'est que le réseau est limité. N'importe qui ne peut pas accéder à ce réseau, et c'est souvent le cas d'usage qu'on retrouve sur un consortium industriel, par exemple. Donc là, pour pouvoir entrer dans un réseau de blockchain consortium, il faut qu'une autorité de certification qui est globale au consortium autorise notre accès. Dans ce cas-là, il n'y a pas de frais de transaction. Par contre, il faut supporter le coût de l'infrastructure, le coût de la gestion du nœud blockchain qu'on va héberger. Donc la grosse différence, c'est qu'on a besoin de permission sur une blockchain consortium, et puis que donc les transactions ne sont visibles que par les membres du consortium. Alors les cas d'usage maintenant. Le cas le plus évident, c'est dans la fintech, et c'est le fait que aujourd'hui 1,7 milliard de personnes n'ont toujours pas de compte bancaire parce que les banques ne les acceptent pas. Donc il y a une opportunité, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir effectuer des paiements localement ou à l'autre bout du monde avec
de la crypto-monnaie avec une blockchain ou transférer des actifs avec un simple téléphone. Ces gens-là ont souvent un téléphone, un smartphone, et ça suffit pour pouvoir exécuter ce type de transaction. Un autre exemple, c'est un exemple qu'on a vécu avec Bernard. Donc ça s'appelait Oslo to Rome. Donc là, le but c'était on était avec les S. Le but c'était de démontrer qu'entre Oslo et Rome, sur ce parcours-là, on pouvait recharger sa voiture sur des bornes équipées pour pouvoir recevoir des paiements en crypto-monnaie. L'intérêt, c'est que dans le cas transfrontalier, on n'a pas de charge de frais de change et que les paiements sont immédiats et qu'il n'y a pas de banque qui entre en jeu dans les paiements. Un autre cas qui est dans l'énergie, suite à la loi d'autoconsommation collective qui existe depuis l'an dernier en France, vous avez le droit de revendre votre énergie à vos voisins dans votre quartier. Donc, ces transactions d'énergie nécessitent qu'on comptabilise l'énergie qui est produite ou consommée par ces différents individus dans un quartier. Et comme ce sont des transactions financières au final, elles ont besoin d'être notarisées quelque part. Donc là, l'idée c'était en dessous de compteur de production à gauche et à droite et compteur de consommation au milieu, on vient intercaler une passerelle qui notarise chaque demi-heure les consommations et les productions de chacun, et puis qui permet de redistribuer, lorsqu'il y a des surproductions, de redistribuer ces surproductions à nos voisins. Donc tout cela est notarisé dans une blockchain dont les nœuds peuvent être publics ou des nœuds de blockchain consortium, ça c'est au choix. Et puis ça permet donc la non-répudiation, ça permet l'auditabilité en temps réel et tout un tas de choses sans avoir besoin finalement de faire confiance à un tiers. Donc ça c'est un projet qui est déployé actuellement dans le sud en production. Ça c'est simplement un slide pour montrer qu'il y a tout un tas de projets dans l'industrie. Alors ça ce sont surtout des projets dans l'énergie, souvent associés à de l'IoT également. Donc c'est un peu plus complexe d'associer de l'IoT et de la blockchain, puisqu'il y a les problématiques de connectivité, de mise à jour hardware, tout un tas de problématiques qui se rajoutent relatives à l'IoT. Mais c'était pour expliquer aussi que tous ces projets ont permis de créer des consortiums qui commencent à vouloir standardiser les différents protocoles. Alors c'est encore tôt pour concevoir des standards, mais c'est en cours. Un autre cas d'application, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle. Là, on utilise le caractère immuable et non répudiable de la blockchain pour inscrire des données. Alors, il faut savoir que la blockchain ne permet pas d'enregistrer des grosses quantités de données. On ne peut pas uploader un PDF ou uploader une vidéo dans une blockchain. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un condensat d'un document, un hash, et on l'enregistre dans la blockchain et on le signe. Et une fois que ce hash signé est inscrit dans la blockchain, on a la preuve d'existence d'une donnée à une date, à un timestamp donné. Donc voilà, tout ce qui est propriété intellectuelle. Et puis un autre cas d'usage assez lié, c'est tout ce qui est gestion des cadastres, qui peut être utile notamment dans les pays instables ou les pays où il y a de la corruption par exemple, où les cadastres sont maintenus par des gens pas forcément fiables. Donc là on peut inscrire les propriétés terriennes ou les transactions sur ces propriétés dans une blockchain. Donc il y a tout un tas d'exemples différents implémentables via blockchain. Donc parmi les défis qui restent encore à résoudre, un défi majeur c'est tout ce qui est sécurisation. Quand j'émets une transaction, quand je modifie l'état de la blockchain, je signe cette transaction avec ma clé privée. Alors ma clé, elle peut être stockée sur mon ordinateur, mais je peux avoir un virus, un malware. Ma clé, elle peut être stockée dans un endroit pas très sûr. Donc, il y a certains industriels qui ont commencé à développer des produits, soit de type serveur, soit de type pour les particuliers. Donc ça, c'est pas nouveau. Thales fait des HSM depuis assez longtemps. Maintenant, certains industriels commencent à faire des HSM, des Hardware Security Modules, qui vont gérer les protocoles de blockchain. Et puis on a aussi d'autres sociétés qui sont plus spécialisées dans la crypto-monnaie qui vont vous permettre de stocker vos clés dans ce genre de dispositif USB.
Donc tout ce qui est hardware security, c'est vraiment un enjeu pour la blockchain et pérenniser le protocole. Un autre défi, c'est les performances. Bitcoin, qui est la blockchain la plus ancienne et la plus connue, ne permet finalement d'exécuter que 7 transactions par seconde dans le monde entier. Donc c'est presque rien. Et ça ne peut pas supporter l'intégralité de transactions dans tous ces secteurs d'activité. Donc on a vu émerger ces derniers mois, ces dernières années, des protocoles beaucoup plus scalables, tels que Silica ou d'autres protocoles. Il y a différentes variantes. Ici c'est du sharding, c'est-à-dire que toutes les transactions ne sont pas répliquées sur tous les nœuds, mais il y a d'autres techniques qui permettent de largement accélérer le débit transactionnel des blockchains, c'est-à-dire à plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde. Voilà, je vais laisser un petit peu Yann-Éric vous parler de Blockchain Valley. Merci. Donc Yann-Éric, moi je me suis retenu parce qu'il y avait quelques moments où j'avais envie aussi de rajouter. Le but de Blockchain Valley justement est de pouvoir creuser ensemble ses potentiels, de pouvoir creuser ensemble l'avenir que la blockchain réserve à nos sociétés. Et pour ça, avec Bernard, avec Vincent et avec d'autres, nous avons monté Blockchain Valley, une association qui regroupe en fait des professionnels de la blockchain ou des industriels qui s'intéressent aux applications possibles de la blockchain dans leur domaine. Pour pouvoir le faire, en fait, donc promouvoir cet écosystème, on s'est basé sur un écosystème trinational, puisque notre but c'est d'être une association dans le Rhin supérieur, donc ouvert sur l'Allemagne et la Suisse, parce que principalement en fait la blockchain est une technologie qui va nous permettre de transcender nos conceptions juridiques de l'État. On en reparlera peut-être une autre fois. Pour pouvoir faire ça, en fait, on a plusieurs actions qui sont en cours. On a une présence au HIC, bien sûr, en tant que coach. On a fait une préparation de défi avec Bernard. On va aussi apporter un prix, donc un prix d'accompagnement. Si quelqu'un des ingénieurs dans vos sociétés souhaite venir avec une idée, un défi, qu'ils viennent, on pourra continuer un accompagnement avec eux. Dans la promotion, en fait, conférence, forum, meet-up, nous sommes présents au salon BI 4.0 à Mulhouse, avec un meet-up en mode petite conférence et une présence sur le salon pour pouvoir justement rencontrer les personnes et accompagner la compréhension de base de la blockchain, voire accompagner plus loin les personnes qui ont déjà des envies d'expérimentation dans le domaine de la blockchain. Et nous préparons aussi alors on a le meet-up dans 10 jours, on a une pratique de meet-up mercredi prochain. Si vous voulez rencontrer une dizaine de projets start-up, ou 6 projets start-up dans le domaine de la blockchain qui viennent chacun pitcher, plus ensuite un moment de sociabilisation où on peut se rencontrer les uns les autres. C'est un bon moyen en fait de venir se mettre dans le bain et de rencontrer les personnes qui développent ou les personnes qui évangélisent dans le domaine de la blockchain. Pour pouvoir soutenir ça, parce que ça fait partie en fait des envies de Blockchain Valley, on est en train de préparer un programme de formation pour les 5e années d'Epitech qui est aussi ouvert aux ingénieurs. Le principe, c'est de pouvoir faire 2 sessions de 3 jours intensives. On va pouvoir mixer des aspects culturels et de business model, des aspects juridiques, des aspects techniques, des aspects d'architecture, et aussi un mode sprint, expérimentation, où on va demander en fait aux informaticiens de coder un prototype pour avoir à la fin de ces 2 week-ends de travail quelque chose qui fonctionne. Dans le domaine de l'acculturation, je voudrais conclure avec un point d'histoire autour de l'importance du ledger, du livre de compte dans notre civilisation. Il y a 5 siècles, à Gênes, les banquiers lombards ont inventé le livre de compte à double entrée, débit-crédit, qui nous semble être une évidence aujourd'hui. Et ça a donné naissance en fait à la banque commerciale et ensuite à l'explosion d'une civilisation occidentale qui sortait de son endormissement du Moyen-Âge. Ce qui est important de remarquer, c'est que la blockchain, c'est d'abord et d'avant tout un livre de compte digitalisé, décentralisé, inviolable et en plus dans lequel on peut inscrire des smart contracts. Ce qui nous permet de proposer que dans les décennies qui vont venir, nous allons faire face uniquement avec la blockchain à une évolution accélérée en fait d'un grand nombre de nos activités humaines. Un des buts de Blockchain Valley, un des buts de nos réflexions dans l'innovation autour du Hack Industry Camp avec Bernard et ES, c'est aussi de se rappeler que quand une technologie émerge, par exemple la blockchain, on commence à faire avec cette technologie ce que l'on faisait déjà avant.
Le bon exemple, c'est le Bitcoin. On a commencé à faire avec la technologie blockchain ce qu'on faisait avant avec de l'argent. Il faut se dire que blockchain, comme va nous le présenter Franck, a beaucoup plus d'applications au-delà de cette fintech et de cette monnaie, et que ces applications sont encore à inventer. Et pour ça, en fait, il faut rentrer dans des processus d'innovation, comme le HIC, des processus de brainstorming et des processus en interne, voire de manière transversale entre vos sociétés, puisque comme Franck, je crois, va appuyer là-dessus, le principe des blockchains, qu'elles soient de consortium ou qu'elles soient publiques, c'est surtout en fait pour permettre à un écosystème en fait de partager de la valeur ou de partager du contrat ensemble, de manière décentralisée. Voilà. Oui. Comme le disait le vice-président d'Alcatel, nous aussi on est là pour représenter la marque. Donc en effet, avec Blockchain Valley, on vous invite à rejoindre l'association. Dépêchez-vous, parce que c'est l'associé de Franck qui doit définir la cotisation d'entrée, elle n'est pas encore définie toujours. L'idée, c'est vraiment de se réunir en tant que directeur de l'innovation, dirigeant d'entreprise ou directeur des services informatiques, pour pouvoir brainstormer ensemble et designer en fait des processus d'acculturation ou des phases d'acculturation. Donc rejoignez Blockchain Valley si vous êtes intéressé, c'est le lieu où nous allons poursuivre cette conversation. On peut le faire chez les uns ou les autres et organiser donc des réunions pour passer plutôt en mode workshop, en mode on fait, comme on a déjà réalisé avec ES. Merci bien. Question spéciale ? J'ai une question par rapport aux production dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, on me dit que je comprends que par exemple, c'est une chose qui est très chère en énergie. Alors, c'est peut-être un truc qui n'est pas le coût de la transaction. Oui. Mais ça reste un coût d'usage ou d'existence de ces données. Est-ce que c'est lié au fonctionnement du Bitcoin ? C'est inhérent à cette technologie particulière et c'est ce qui permet de la sécuriser. C'est-à-dire que pour pouvoir hacker le système, ce protocole, il faudrait encore plus d'énergie. Et effectivement, ça peut être un souci. Maintenant, il faut savoir que c'est un protocole parmi d'autres. C'est pas forcément celui qu'on préconise dans l'industrie, mais c'est inhérent au protocole, ce phénomène. Une question ? Juste une remarque pour répondre. En fait, il y a des services qui arrivent aujourd'hui, data serveurs, qui servent en fait à récupérer cette chaleur pour du chauffage de piscine, etc., etc. C'est un nouveau modèle économique de fait de cette production de chaleur en œuvre. Juste rajouter, donc ça c'est le protocole par minage. Il y a tout un tas d'autres types de consensus de validation qu'on peut utiliser. Par exemple, sur les blockchains consortium, il n'y a pas du tout de minage, c'est du vote. Donc il n'y a pas de ce gaspillage d'énergie. Dans ce domaine qui est très intéressant, il y a un aspect qui est un aspect culturel. Nos réactions, c'est dans les médias, on dit voilà, le Bitcoin consomme autant d'énergie, regardez avec ça, on chauffe le Danemark. En fait, si vous faites une recherche sur Google, bien sûr, et que vous allez voir une douzaine d'années en arrière, vous observerez qu'en fait les mêmes arguments étaient avancés contre les serveurs de Google en fait qui faisaient de la recherche. Dès qu'on faisait une requête, dès que tu fais une requête sur Google, en fait, ça consomme de l'énergie. Voilà, aujourd'hui, on se pose même plus la question si faire une requête sur Google consomme trop d'énergie ou pas. Donc ça peut être une résistance mentale à quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que le proof of stake, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Merci messieurs. Je crois que maintenant tout le monde a compris ce que c'était que la blockchain. Et donc on va passer aux applications, à d'autres applications industrielles comme dans la supply chain. Donc Franck Augustin, qui est cofondateur de la société TransChain. Donc il est issu du monde du transport et de la logistique. Son expérience de management de terrain lui a permis de comprendre précisément les attentes autour de la digitalisation, j'ai vraiment du mal, dans les petites et moyennes et grandes entreprises. Donc on va voir. Merci Isabelle et merci pour l'invitation. Alors, donc aujourd'hui je vais vous parler de notre société TransChain qui est toute jeune, qui a été immatriculée cette année au mois de janvier. Néanmoins pour introduire et aussi pour faire le lien par rapport à ce que Julien nous a expliqué,
Mes données à moi datent de début 2018 sur GitHub, donc la plateforme de partage de code pour les geeks. A été recensé un peu plus de 25 000 projets blockchain. Donc je pense qu'on a dû doubler le chiffre aujourd'hui. Julien donnait un exemple. Vous voyez qu'en Afrique, il y a le Ghana qui s'est emparé de cette technologie pour gérer son cadastre. Au Brésil également, on utilise la blockchain contre la corruption. Boeing s'est intéressé également à la blockchain pour éviter qu'il y ait un jeune geek qui pirate un avion à distance. Je vous vulgarise la chose, mais c'est à peu près l'idée. Donc aujourd'hui, on voit que la blockchain est en train de toucher divers secteurs d'activité. Et moi, je vais vous en parler un dont je maîtrise, qui est la supply chain. Et la supply chain, donc cette notion d'une chaîne de valeur générale qui est généralement soutenue par deux piliers qui sont la logistique et le transport. Alors il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que je pourrais m'avancer sur le fait que tout le matériel qu'il y a dans cette pièce, ou à 90%, pour qu'il vienne ici aujourd'hui, il est passé dans un camion, il est passé dans un entrepôt, c'est quasiment sûr. Et pour organiser cette opération, ce transport, cette prestation de service de logistique, on a utilisé un très bel appareil qui s'appelle un fax. Et aujourd'hui, ça continue à tourner. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quasiment l'ensemble des opérations de transport et logistique sont pilotées par un fax, c'est-à-dire qu'un donneur d'ordre, pour passer une commande, il envoie un fax. Alors la dernière fois, lors d'une présentation, on m'a rétorqué, oui, bon, alors nous, on n'a plus de fax, on utilise quand même les emails. Alors je lui ai posé la question si l'email, le fichier PDF était imprimé. On m'avait confirmé que oui, donc ce qui revenait au fax. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça qui pose problème dans l'écosystème du transport et la logistique, c'est la confiance. La confiance, elle passe que par le papier. Je ne devrais pas vous trahir le secret, mais aujourd'hui, quand vous signez sur un pad, quand vous faites livrer un colis depuis chez Amazon, cette signature que vous gribouillez tous, qu'on gribouille tous, ne vaut rien. Par contre, si le livreur vient avec un papier, et si c'est du papier carbone et que là vous signez, là ça a une valeur juridique. Donc tout ça pour vous dire que, je reviens toujours sur ma notion de confiance, elle est très problématique dans cet écosystème. Et c'était un frein tout simplement parce que moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans une société et je suis arrivé au bout de ce que je pouvais apporter parce que j'étais freiné à chaque fois dès que je voulais interconnecter un échange d'informations avec un partenaire, que ce soit un client ou un fournisseur. J'étais toujours confronté à cette problématique de me retrouver à imprimer soit du papier ou retraiter manuellement cette information qui venait du papier. Donc, j'ai pu faire la rencontre d'ingénieurs informatiques, de data scientists, et puis à force de benchmarker et d'étudier le sujet, on s'est rendu compte que la technologie blockchain avait un réel intérêt pour cet écosystème. Et on s'est également rendu compte qu'elle avait des freins. Donc, effectivement, 1, 2, 3. Et blockchain existe depuis 2008, et même avant. Donc, apparemment, les premières blockchains étaient imprimées sur des journaux aux États-Unis. C'est une news qui est tombée il n'y a pas très longtemps. C'est pour le petit clin d'œil. Néanmoins, aujourd'hui, elle présente un certain nombre de freins. Comme l'a expliqué Julien, c'est-à-dire la première des choses, c'était le sujet de la consommation énergétique. Aujourd'hui, c'est vrai que pour passer une transaction sur une blockchain publique avec de la proof of work, on a la consommation de la Belgique actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Donc toute une année réunie de transactions sur Bitcoin équivaut à la consommation énergétique de la Belgique, ce qui dans un écosystème B2B est juste impensable. C'est des choses qu'on est en train de lever sur notre technologie chez Transchain. Donc il faut bien comprendre que nous, on est en train aujourd'hui de développer une technologie Transchain, une technologie blockchain. On n'est pas en train de développer un applicatif, on n'est pas en train de développer un nouvel applicatif type Uber, type Airbnb. On est vraiment sur une infrastructure en tant que telle. Donc c'est-à-dire que notre infrastructure aura vocation à soutenir des applications et des applications qui sont dédiées dans un écosystème B2B. Et entre autres, on a démarré par la supply chain. Donc notre grande force, c'est de ne pas utiliser de crypto-monnaie. Donc on est complètement indépendant de ce système qui permet d'avoir un contrôle sur le coût de la transaction.
Donc c'est-à-dire que notre transaction, pour pouvoir passer une information sur notre chaîne, vous nous achetez une transaction et le prix est public. Donc ce qui se passe, quel que soit votre rang, quel que soit votre niveau dans la chaîne de valeur, parce que par exemple vous allez utiliser certainement un ERP au sein de vos infrastructures, au sein de vos sociétés, et ça sera certainement cet ERP, ce fournisseur de services digital, qui va vous proposer cette nouvelle solution au blockchain, qui va vous proposer ce nouveau service d'utiliser de la blockchain pour donner de la valeur à votre data. Et pour vérifier que celui-ci ne fait pas le double, le triple de marge sur un nouveau service, vous serez en mesure de venir sur notre site Transchaîne et regarder et les prix seront publics. Donc tout ça pour vous dire que soit vous pourrez travailler en direct avec nous, plugger vos applications, utiliser notre chaîne, ou alors si vous passez par un prestataire de service, vous serez en mesure de vérifier les prix. Ça, c'était un élément indispensable pour entrer dans l'écosystème du transport, tout simplement pour donner la confiance aux différents acteurs. J'y reviendrai plus tard. On est en train également de régler les problèmes d'anonymisation. Vous imaginez bien que aux transporteurs, quand je leur ai dit en fait, vos données, au lieu de passer par un email, vous allez passer par une blockchain publique dédiée à l'écosystème B2B. Ils m'ont dit tout de suite, ouais, mais Franck, tu es gentil, mais moi, quand je vais passer mes ordres de transport, je ne veux pas que l'ensemble de mes concurrents voient ce que je suis en train de passer. Donc c'est sur quoi on est en train de travailler chez Transchaîne. On anonymise l'information, c'est-à-dire que, je vous vulgarise la chose, on est en mesure de vous donner une petite boîte dans laquelle vous mettez votre donnée. Vous refermez cette petite boîte avec votre clé cryptographique, vous l'envoyez sur le réseau valide, certifie l'échange, la transaction, et c'est en face le récepteur de l'information qui lui aussi a sa clé, qui est le seul qui est en mesure d'ouvrir cette petite boîte et qui récupère la data. Donc en fait, tout le monde sur le réseau a vu passer de l'information, mais à part le récepteur qui a la clé cryptographique qui peut ouvrir celle-ci, personne n'est en mesure de la lire. Donc ça, c'est un point assez important. Et alors, pourquoi faire un réseau public et pas faire un réseau privé blockchain comme ce qu'est en train de faire pas mal d'écosystèmes? Tout simplement pour allier, pour donner la même possibilité, le même droit d'un petit faiseur, donc d'un petit transporteur, un petit logisticien, face au plus grand. On sait qu'aujourd'hui Amazon est en train de devenir un des plus grands logisticiens en Europe et qu'on a certainement des petits prestataires en Alsace qui voudraient pouvoir participer, échanger de l'information sur le même réseau et avoir les mêmes droits. Et ça, la blockchain sera en mesure de donner cette solution. Alors, le premier cas d'applicatif, enfin le premier cas d'usage qu'on a mis en place, c'est un gros logisticien français qui nous a expliqué qu'en fait, traiter une facture, donc quand il réceptionne un ordre de transport, quand il réceptionne ses papiers, quand il check ses papiers après une fois que la prestation est effectuée, il émet sa facture, il réceptionne le paiement, il va vérifier sur son compte bancaire comme quoi il a bien reçu l'argent suite à sa prestation, qu'il est obligé de la saisir dans la compta. Tout ça, c'est classique dans un écosystème professionnel. En moyenne, ça lui coûte 7 € par prestation de service, par transport ou par coût logistique. Et l'idée, c'est de le déduire, et c'est ce qu'expliquait avant Julien, c'est que grâce à la technologie blockchain, vous réduisez aussi le coût de transactions ou d'échange d'informations et aussi d'intégration. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous passez de la donnée par un réseau blockchain, quand vous la récupérez, cette donnée a une nouvelle valeur. Enfin, on a confiance dans cette donnée, on peut l'intégrer automatiquement dans notre système d'information sans avoir besoin de la retraiter. Donc comment on passe d'un coût de 7 € à certainement, aux approches des premiers résultats qu'on a, c'est à 1,50 €. Comment on fait pour diminuer? Tout simplement parce que la responsable, l'aide comptable dans la société n'a plus besoin de vérifier les papiers de livraison, n'a plus besoin de vérifier comme quoi le paiement a bien été fait, parce que on agrège directement ces informations dans le système de la société. Voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de se servir de la technologie blockchain comme d'un grand registre et qui permet d'harmoniser les échanges d'informations. Alors sur une chaîne de valeur, sur une chaîne dans la supply chain, vous avez une multitude d'acteurs. Vous allez avoir les transporteurs, les logisticiens, les industriels qui fabriquent une matière à expédier ou à stocker. Généralement, vous avez aussi la grande distribution. C'est une des plus grandes chaînes de valeur qu'on peut retrouver dans toute la partie occidentale.
On a également des acteurs institutionnels tels que la douane, l'inspection du travail, qui sont à l'écoute, les amis gendarmes quand ils arrêtent les camions sur la route. Enfin, tout l'écosystème a à un moment donné vocation à traiter de la data. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand la douane arrête un véhicule, elle va prendre les papiers, elle va regarder les papiers du transporteur et elle va faire confiance. Par contre, elle n'a aucune antériorité de l'information de ce qu'il y a derrière. Donc, c'est-à-dire qu'elle sait pas, elle connaît pas la vie ou elle n'est pas en mesure de tracer la vie de ce chargement, de cet échange de marchandises. Grâce à de la blockchain, on va pouvoir donner plus de possibilités à la douane pour contrôler certaines choses, tout en laissant la possibilité aussi aux acteurs de pouvoir ouvrir ou non les informations. Parce que le but du jeu aussi, c'est pas que la douane soit le Big Brother de la supply chain, mais c'est de quand même faciliter les interactions entre acteurs. Donc au début, ça peut faire peur. Au début, on peut se dire, oui, mais il n'y a pas d'intérêt à ce que les institutions puissent me contrôler assez facilement. Et à contrario, on se rend compte que quand on commence à collaborer ensemble, si demain un douanier accède beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à la donnée, on lui facilite son travail. Et généralement, quand un fonctionnaire, son travail est facilité, il est beaucoup plus sympa. Sincèrement, mais on s'en rend compte. Et c'est un réel intérêt. Également pour les assureurs, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans le monde du transport, pour assurer de la marchandise, comment ça se passe? À la fin de l'année, le transporteur donne son chiffre d'affaires qu'il a effectué sur ses opérations de transport et il dit à l'assureur, voilà, j'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires. Et du coup, l'assureur prend sa calculette et lui dit, l'année prochaine, tu vas payer tant d'assurance. Donc tout ça pour vous dire que c'est des calculs prévisionnels, c'est juste de la simulation et de la projection. Et aujourd'hui, toutes les marchandises qui passent dans les camions, ils ne sont pas assurées à leur juste valeur. Grâce à de la technologie blockchain, on va pouvoir donner l'accès à l'assureur d'aller auditer ce qui s'est passé chez le transporteur et du coup, au final, de donner une assurance au plus juste. Et sur les premières projections qu'on a, on se rend compte qu'au final, le transporteur va payer moins d'assurance. Parce qu'on se rendait compte qu'un transporteur payait beaucoup d'assurance alors qu'il transportait juste du papier. Et alors que l'assureur lui était monté en gamme parce qu'une fois, il avait transporté un complet de télé. Donc c'est tout à fait anecdotique, mais ça permet de faire des économies au sein des sociétés. Je reviens sur la partie aussi sur le fait qu'on est en mesure du coup de relier aussi les grandes entreprises et les petites entreprises. C'est aujourd'hui une grosse société pour intégrer un nouveau prestataire de service, si c'est un petit faiseur, le parcours d'intégration, ne serait-ce qu'administratif, si cette grosse société utilise un ERP comme SAP ou Oracle, est assez compliqué. Grâce à de la technologie blockchain, on peut accélérer l'intégration des prestataires dans des grands groupes. Alors nous, au début, quand on a commencé à expliquer que la blockchain avait un intérêt dans la supply chain, on ne nous a pas forcément cru. Du coup, on a dû développer un applicatif. Et cet applicatif, tout simplement, c'est de la passation de responsabilité, du transfert de détention. Donc en gros, aujourd'hui, la dématérialisation dans le transport et la logistique est assez réduite et restreinte. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a proposé, du coup, avec notre applicatif, de tout simplement être en mesure de vérifier que quand un chauffeur se présente dans un dépôt, comme quoi déjà c'est le bon chauffeur, qu'il est bien habilité, comme quoi c'est bien lui qui a été mandaté pour chercher la marchandise, ce qui n'est pas toujours le cas. On dénombre régulièrement des usurpations d'identité, c'est-à-dire qu'en fait, quand un camion arrive dans un dépôt, le cariste, la seule chose qu'il fait pour vérifier de l'authenticité du chauffeur, il regarde la couleur du camion et il sait que tel transporteur a telle couleur et du coup il est en mesure de lui donner la marchandise ou pas. C'est comme ça qu'on voit disparaître quelquefois des complets de marchandises à très forte valeur ajoutée. Avec l'application qu'on a développée, le chauffeur arrive, je sais ça peut faire sourire mais c'est la vérité, c'est les coulisses en fait de ce qui se passe. Et aujourd'hui, avec notre application, le chauffeur vient avec son smartphone, il y a un échange de jeux de QR code, et en fait, on va vérifier dans la blockchain comme quoi c'est bien tel interlocuteur qui a bien le droit de chercher la marchandise. Ce qui permet d'avoir aussi également une traçabilité à chaque fois sur l'ensemble des opérations de transport. Je vais faire une rapide analogie avec la problématique qu'a connue Lactalis.
S'ils avaient utilisé de la technologie blockchain, le scandale aurait certainement été moindre que l'on a connu, tout simplement parce qu'on a une visibilité sur quel acteur est en train de transporter ma marchandise. Donc si je suis Lactalis, je peux suivre, piloter mes produits et savoir chez qui ils sont. Alors qu'aujourd'hui, les grands groupes et les grands industriels rencontrent cette problématique parce que l'écosystème des transporteurs et logisticiens est complètement atomisé. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une cascade de sous-traitance qui fait qu'à un moment donné, c'est pas qu'on ne sait plus où est la marchandise, mais c'est-à-dire que le donneur d'ordre principal qui est tout en haut de la pyramide n'a aucune visibilité. Et ça, c'est des choses qu'avec avec ce qu'on est en train de développer, on va redonner la main au donneur d'ordre, au payeur. C'est plutôt intéressant de savoir que si à un moment donné, il y a une problématique sur un produit, qu'on ne puisse pas soit la faire passer dans un nouveau dépôt ou tout simplement qu'on puisse la bloquer en caisse de notre supermarché. Voilà. Donc là, j'avais une vidéo, mais bon, qui expliquait ça un peu mieux, mais je ne suis pas en mesure de vous la présenter. Problème technique. Alors, je vous ai parlé, donc, je ne sais pas si j'ai été clair du coup, la blockchain a un intérêt quand je veux faire communiquer des entreprises entre elles, donc une communication extra-organisationnelle. Il y a un intérêt, et c'est aujourd'hui ce qu'on voit aussi qui est en train de se développer le plus rapidement pour faire des preuves de concept au sein des sociétés, c'est la connexion dans l'entreprise. Donc la photo que je vous ai montrée, ça c'est, on imagine que c'est des chefs de service. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi que quand on est à la machine à café, tout le monde est d'accord pour collaborer, mais qu'après quand chacun retourne dans ses services pour récupérer de l'information, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un schéma assez simple qui est un petit peu une cartographie des logiciels et des outils métiers qu'on peut retrouver dans le transport et la logistique, TMS, Transport Management System, Warehouse Management System pour WMS, qui sont la partie opérationnelle, c'est les outils qu'on utilise quand on fait des opérations de transport et logistique. Après, vous avez la partie ERP, ça je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, de le définir. Au-dessus, vous allez avoir des solutions SOP ou Supply Planning, c'est là où on commence à mettre de l'intelligence artificielle sur ces outils. C'est les outils qui permettent de faire la tendance. Parce que donc, le supply manager dans une société, son job, c'est quand même d'anticiper la tendance. Il récupère les informations du marketing, il récupère les informations de la force de vente, du commerce. Et lui, il a fait de très hautes études, il fait de grands calculs savants. Et c'est lui qui donne les tendances et qui va pouvoir piloter en dessous les parties opérationnelles. Il va leur donner les directives en disant, bon, ben voilà, on va stocker tant, il nous faudra tant de métrage de camions pour déplacer la marchandise. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gens qui font ces projections, ils ont des informations qui sont erronées, ils ont que des projections et ils n'ont pas des informations qui viennent du terrain. Tout simplement parce que déjà au sein des entreprises, les systèmes d'information opérationnelle ne communiquent pas avec ces systèmes de projection. Ce qui peut paraître tout simple, mais c'est le cas dans beaucoup de sociétés. Et du coup, ce qu'on est en train de voir, c'est que de la blockchain est en mesure demain de faire cette espèce d'ascenseur, je ne l'ai pas mis pour rien, et qui permettra de pousser de l'information, ne serait-ce qu'au sein des structures. Donc ça a un réel intérêt, ne serait-ce que pour récupérer l'information. On pourrait très bien imaginer que si on paramètre les systèmes opérationnels pour qu'ils poussent au fur et à mesure les événements qui se passent sur le terrain et que ceux-ci soient tout de suite récupérés et relayés dans les systèmes de projection. Et ce qui permettrait, on a des gains exponentiels d'organisation et ça mettrait aussi un espèce de lean management natif dans quasiment toutes les structures. Aujourd'hui, on peut adresser un certain nombre de cas d'application pour la supply chain. Alors là, il y en a un qui est plutôt sympa, c'est la traçabilité des émissions CO2. On commence à voir de plus en plus quand on achète un produit. C'est plutôt désagréable ce micro. Quand on achète un produit, on voit combien il a consommé de CO2. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est que de la simulation, c'est pas du réel parce qu'on n'a pas les informations. On n'a pas les informations de combien a consommé le camion pour récupérer la marchandise. On n'a pas les informations de combien le dépôt a dû chauffer ce dépôt pour pas que la marchandise prenne un avarie. Toutes ces informations, on ne les a pas, c'est que de la spéculation. Ne serait-ce que ce que je viens de vous dire, je ne suis pas sûr que dans la traçabilité du CO2, on prenne en compte le chauffage des dépôts. Voilà, c'est tout bête. On prend en compte
la consommation d'énergie qu'un chariot a pris pour aller vider le véhicule, mais on oublie un certain nombre d'informations, chose que demain on pourra agréger dans un système blockchain, et afin que quand on récupère des infos sur un produit, on ait la vérité et non pas des projections. Donc la traçabilité, ça je vous en ai parlé. La digitalisation des documents, vous l'avez compris, du coup ça va permettre de faire disparaître les fax et interdire les impressions des PDF, tout simplement parce que en passant par un système blockchain, en échangeant de l'information entre partenaires d'un même écosystème, on n'a plus besoin d'envoyer de mail, on peut vraiment faire sortir la data directement du système d'information vers le système d'information de son partenaire. Voilà, donc tout ça je ne suis pas seul, donc moi je ne serais pas capable de développer cette techno, et aujourd'hui on est 12, on avance bien, on est très content de développer de la technologie blockchain en Alsace. On est sur plusieurs projets également, donc là je vous ai fait que un focus supply chain, mais on est sur des projets aujourd'hui avec des problématiques dans le BTP qui sont assez similaires à la supply chain. Il y a un grand industriel dans le BTP qui nous a posé la question, qui nous a dit moi quand je construis un immeuble, quand je fais livrer de la marchandise sur le chantier, elle disparaît, je ne sais pas qui a livré cette marchandise. C'est des problématiques qu'on connaissait déjà, qu'on est capable d'adresser. On en a d'autres pour d'autres écosystèmes comme la comptabilité, ou exactement pour les commissaires. Problème ce micro. Voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pour vous résumer de nouveau, donc on est aussi en train de monter des partenariats avec des marketplaces. Donc aujourd'hui, une marketplace, elle a un intérêt aussi de certifier ses opérations pour prouver à des institutions comme la douane, comme quoi ils ont bien respecté l'ensemble des normes. Ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est des startups comme nous, c'est des gens qui font du digital comme nous, et ils sont quand même liés à des problématiques qui sont de terrain. Et malgré leur connaissance et l'information qu'ils ont dans le digital, il leur faut quand même une technologie pour certifier leurs actions. Et c'est là où la blockchain prend un intérêt, parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Quand on exerce une activité, on ne peut pas dire oui, j'ai bien fait cette activité. Et là, la technologie peut venir facilement résoudre ce problème. Voilà. Merci de votre attention. Des questions ? On va voir un petit peu maintenant ce que fait ALE, quel regard ALE porte sur la blockchain. Donc pour ce faire, Monsieur Olivier est avec nous. Donc vous travaillez chez Alcatel-Lucent Enterprise depuis un certain nombre d'années. Non, dans la division communication, vous avez travaillé en recherche et développement, dans les équipes terminaux téléphoniques et dans les produits de communication d'entreprise pour les marchés PME et grandes entreprises. Aujourd'hui, vous travaillez actuellement au sein de l'équipe architecture et CTO, donc Chief Technology Officer, et vous avez analysé toutes les potentialités d'utilisation de la technologie blockchain pour les solutions de communication. Toutes les solutions, je ne suis pas sûr, mais peut-être des solutions. Voilà. Donc nous, à ALE, on est un industriel, on n'est pas du tout spécialisé à la blockchain, on n'a pas vocation à créer de la technologie blockchain, mais par contre, on est dans un marché qui est en pleine transformation. Donc on part d'un marché aujourd'hui qui était beaucoup de ventes de matériel et de systèmes de communication qui étaient des postes téléphoniques, des systèmes qu'on installait chez les clients, pour aller dans un modèle qu'on appelle le CPaaS, où de plus en plus on achète du service, le service pouvant fonctionner au sein d'un cloud ou d'autres distributions informatiques. Et donc on a cette transformation et on s'est posé la question au sein de l'équipe CTO, de l'équipe qui regarde les technologies, de voir ce que la blockchain pourrait apporter, que ça soit dans cette transformation où on vend différemment demain par rapport à de la supply chain de matériel et où on fait plutôt de la supply chain de logiciels et de services.
voir un peu comment la blockchain pouvait intervenir et regarder aussi dans le domaine purement de notre métier qui est de fournir des services de communication, en quoi la blockchain pourrait être un nouvel outil qui nous permettrait d'offrir des nouveaux services. Par contre, on est dans un domaine des télécommunications. D'abord, comme on est un industriel, on veut que le gain et la complexité de la technologie qu'on va introduire soit positive au niveau chiffre d'affaires, bien sûr. Et on est dans un domaine où aussi on s'appuie sur beaucoup de standardisation. On peut difficilement, en tant que fournisseur de solutions de communication, avoir une solution trop propriétaire. On doit intercommuniquer avec les autres solutions. Alors, comme on n'est pas spécialiste blockchain, on a regardé un petit peu quelles méthodologies apportées. Alors, on a d'abord regardé ce que faisait la blockchain, et ça, c'est les présentations qu'on a eues précédemment. Et on a essayé de regarder comment chercher les sujets qui pouvaient être candidats à l'utilisation de la blockchain. Alors là, ce que je montre, ça se trouve sous pas mal de formes sur Internet. On n'a pas inventé ça, on a cherché. Donc les premières solutions ou les premiers exemples où la blockchain peut être importante, c'est où on a un nombre important d'échanges à gérer. Donc des échanges de monnaie, mais ça peut être des échanges de communication, des échanges de matière, de logiciels, etc. Donc si c'est pour gérer un tout petit nombre d'échanges, on n'a pas vraiment besoin de la blockchain, à notre sens. Savoir s'il y a beaucoup d'entités, c'est-à-dire beaucoup de partenaires qui sont impliqués. Si c'est pour faire de la blockchain trop à l'intérieur d'une entreprise en interne, ou dans un seul service, etc., ça n'a que peu d'intérêt. Autant faire une base de données pour nous, il n'y a pas trop d'acteurs à qui la confiance doit être partagée. Et de savoir si les entités de validation, de confiance qui gèrent justement ce grand livre de comptes ou ce grand livre d'échanges sont performantes ou ne sont pas performantes. Donc je parlerai après tout à l'heure des entités qui par exemple fournissent aujourd'hui les certificats dont on parlait, des PKI, est-ce qu'elles sont de confiance ou pas de confiance, etc. Donc essayer d'analyser quels étaient les cas où potentiellement on avait besoin de la blockchain et où elle pouvait apporter un plus par rapport aux solutions existantes. Donc en regardant ça, on a identifié plusieurs pistes. Je ne parlerai pas de la piste supply chain, parce qu'elle a été présentée par ailleurs, et parce qu'elle est plus sur le modèle de commerce qu'on a avec nos partenaires, et donc on a bien eu la démonstration avant. Par contre, on a identifié 3 domaines dans lesquels, au niveau de la communication, potentiellement, on devait étudier et continuer à analyser. Un premier domaine qui est le modèle de paiement et de consommation. Donc quand on passe dans un modèle de service où les gens vont payer à la demande parce qu'ils utilisent un service, ils ne vont pas l'utiliser le lendemain parce qu'ils se désabonnent, donc un modèle de souscription de services que vous connaissez tous quand vous avez vos abonnements téléphoniques, internet ou même d'autres services, où là aussi la preuve de la consommation aujourd'hui elle est chez le fournisseur de services uniquement. Vous faites confiance à vous-même, nous on fait confiance à nous, à nos relevés, et on envoie une facture à nos clients. Aujourd'hui ils sont sympathiques, ils nous croient, mais demain peut-être ça serait intéressant d'avoir une blockchain qui soit un tiers, qui ne soit pas donnée par nous, et dans laquelle nous on envoie la consommation, les nombres d'usagers qu'on a comptabilisés, et que le client, par ailleurs, lui aussi, envoie ce qu'il a relevé, et qu'on puisse comparer, et au moins être sûr que ni l'un ni l'autre a falsifié, et qu'en cas de problème, on puisse sortir une facturation ou autre de façon automatique
sans passer par des modèles économiques plus de factures, etc. Donc ça, c'est pas totalement de la communication, mais ça, c'est par rapport à notre changement de modèle économique, quelque chose qui est assez intéressant et qui, je pense, j'allais dire, c'est de la supply chain as a service pour moi. Ça vient du supply chain de logiciels chez nous. Le deuxième aspect, c'est un aspect de... Alors, là, c'est en anglais, donc c'est des appels malveillants en français. Vous devez tous avoir de plus en plus d'appels, essentiellement sur les fixes, mais même sur les mobiles, qui sont des appels qui essayent de vous faire rappeler, qui vous dérangent parce que vous n'avez pas sollicité ces appels-là. Et c'est un problème qui est encore pire aux États-Unis, où il y a depuis des années des essais de mise en place de protection de ces appels malveillants. Il y a plusieurs propositions pour ça. Il y a des propositions qui seraient de monétiser chaque appel, c'est-à-dire que vous payez un tout petit peu à chaque appel et vous êtes rétribué quand vous recevez des appels. L'idée étant que celui qui va générer des appels malveillants, il essaye sur 10 000 appels d'avoir quelqu'un qui tombe dans le panneau et qui le rappelle et qui touche un peu d'argent parce que c'est un numéro surtaxé. Si pour ces 10 000 appels, il a donné un tout petit peu d'argent, le gain qu'il fera sur le 10 000e appel ne compensera pas la dépense qu'il a eue avant. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être étudiées, qu'il y a des propositions qui sont sur la table, mais je reviendrai après sur les difficultés qu'on a après de la mise en place. On a un troisième aspect, qui est un aspect d'authentification. Donc je parlais des certificats. Aujourd'hui, quand on a des certificats pour tout ce qui est chiffrement dans les communications, que ce soit sur Internet, etc., on fait confiance à des entités qui délivrent des certificats. En quoi ces entités qui délivrent ces certificats sont totalement valides? Est-ce qu'elles ne sont pas corruptibles, etc. Est-ce que l'identité qui nous est fournie correspond au certificat, etc. Donc ça, c'est des domaines dans lesquels on imagine de regarder pour voir comment une blockchain pourrait améliorer la véracité des informations qu'on reçoit et retirer le droit des autorités uniques ou centralisées de gérer. Alors, le problème de ces modèles-là, c'est qu'il faut qu'il y ait un basculement un peu de l'ensemble des industriels ou de beaucoup d'industriels pour que ça se mette en place. Je dirais c'est une des choses qu'on a remarqué avec la blockchain, c'est qu'à un moment donné, il faut changer de donner sa confiance à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut quitter la confiance qu'on avait, on va prendre l'exemple financier, dans son banquier, pour donner la confiance dans un autre modèle. Et donc, avant, dans les communications où on est soumis à la standardisation, on est soumis à l'interconnexion avec d'autres industriels qui développent des solutions. On pense, on regarde, on se dit que ça va prendre du temps avant que ça bascule et que ça puisse être implémenté. Mais ce sont des potentialités qui nous semblent intéressantes et sur lesquelles on va continuer à étudier, qui sont sans doute les deux dernières plus compliquées à mettre en place parce que ça touche la sécurité, et la sécurité, ça met très longtemps à se standardiser. L'aspect consommation peut être plus facilement mis en place parce que c'est plus progressif et suivant les solutions. Un autre aspect que je voulais juste noter, même si je ne suis pas du tout spécialiste, mais on a une division qui n'est pas la division communication, mais qui est la division network chez Alcatel Enterprise, qui vend des switches, des bases wireless LAN, etc. Et dans lequel on s'intéresse beaucoup au monde de l'IoT et de comment on peut être performant sur l'IoT. Et donc il y a d'autres, juste je le mentionnais, il y a d'autres livres de comptes décentralisés et qui ne sont pas basés sur de la blockchain, et en particulier la technologie IOTA, qui aussi peut être intéressante à regarder. J'y connais pas grand-chose, je sais que c'est un peu... essaye justement de résoudre les problèmes de surconsommation
un peu d'énergie, résout de surconsommation même de puissance CPU, et essaye de résoudre aussi les problèmes de rapidité dans les transactions et de nombre de transactions. Donc ça, je le laisserai à mes collègues de la partie network de l'étudier. Voilà. Alors, en conclusion, alors je passe, il y avait 2-3 slides que vous aurez sûrement qui décrivaient un petit peu ce que j'ai dit pour chaque solution. On pense démarrer les analyses pour ce qui est supply chain et modèle de communication as a service. On pense que c'est quelque chose qu'on peut regarder et commencer à analyser pour voir dans les années futures comment ça peut être implémenté. On pense qu'aujourd'hui, il manque de standardisation. Sur la blockchain, il y a beaucoup d'instituts internationaux. Bon, là, il y a les noms qui vous disent peut-être pas grand-chose, mais qui ont créé des organismes, des groupes de travail sur la blockchain. Mais ça n'en est qu'au début. Et donc, avant qu'ils aboutissent à déjà qu'est-ce qu'on peut en faire et comment le faire, il faudra quelques années. Mais on va les suivre. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'implémentera pas dans les communications une solution blockchain indépendamment de ces standardisations ou de ces recommandations. Voilà. Alors vous avez vu, il y a beaucoup de potentiel pour travailler sur la blockchain. Alors les écoles du réseau d'Alsastec, comme Lexia CESI ou le Télécom Physique Strasbourg, ont ces compétences. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter donc Olivier Sandel, qui est directeur adjoint de Lexia CESI et responsable pédagogique, et monsieur Roland Marjolidon, qui est un des étudiants qui a fait un travail sur ce sujet-là l'année dernière. Donc ensuite monsieur Bramas, qui est également maître de conférence en informatique au laboratoire ICUBE à Strasbourg, dans l'équipe réseau, et il enseigne à Télécom Physique où il intervient dans le parcours réseau et télécom. Et pour finir, donc monsieur Elbert interviendra plus tard, enfin un petit peu après, pour expliquer les modes de collaboration qu'Alcatel-Lucent Enterprise a avec les écoles du réseau Alsastec. Merci Isabelle. Bonsoir à tous. On a droit à 300 secondes, donc je vais essayer d'être rapide et bref. Je remercie Roland Marjolidon de faire la présentation avec moi ce soir. J'ai réussi à le choper parce que depuis qu'il est diplômé chez nous cette année, il est extrêmement par Mons et par Vaux. C'était quoi? Düsseldorf, Australie, Paris, on s'en sort plus. Donc évidemment, la blockchain, c'est un sujet, c'est quelque chose qui est utilisé et qui est travaillé chez nous, notamment auprès des étudiants de 5e année. Et donc, je vais essayer de choper. Je ne connais pas le clavier, on peut appuyer là-dessus, ça marche. Et donc, je vais juste vous parler du fait que les étudiants qui rentrent chez nous sur une école d'ingénieurs en 5 ans vont évidemment avoir un certain nombre d'opportunités pour travailler dans ce domaine, à commencer par évidemment une dominante qui est un peu plus orientée vers les réseaux, les systèmes, les télécoms, et puis des options en fin d'études, en 5e année, où ils vont pouvoir travailler sur la sécurité, les bases de données, la cyber, et évidemment l'intelligence artificielle, on l'évoquait tout à l'heure avec toutes les présentations. Alors justement, je vais passer de suite la main à Roland, qui va nous donner 2 exemples des travaux qu'il a fait l'année passée. Ouais, donc bonsoir à tous. Alors je vais vous décevoir, on n'a pas mis en place à l'école encore un système de gestion des absences certifié blockchain. Néanmoins, c'est à partir de la 4e année où on a travaillé la blockchain sous 2 aspects, une partie logicielle sur cette slide et ensuite plutôt système et réseau, qui sont aujourd'hui les techniques les plus utiles pour certifier les systèmes de blockchain. Donc assez rapidement, on vous a déjà présenté tous les concepts de blockchain. Au niveau technologique, ça s'appuie essentiellement sur du chiffrement asymétrique avec un système de clés et de hachage. Aujourd'hui, en SHA-256, on arrive à certifier des systèmes pour faire passer un message à un autre et donc valider les blocs au fur et à mesure, comme vous avez pu le voir un peu avant. On se demande aujourd'hui si ces chiffrements ne vont pas être cassés par des ordinateurs quantiques qui ont une vitesse de résolution des clés, qui pourraient checker toutes les clés assez vite avant que le bloc suivant avant que les blocs de blockchain aient été validés par les tierces.
Et donc c'est sur des problématiques comme ça que j'ai travaillé. Je pourrais fournir peut-être ma veille technologique par la suite. Ensuite, au niveau plutôt système, on a déjà parlé dans la conférence des smart contracts. Justement, c'est plutôt en sixième année, en quatrième année, oui. On a aussi travaillé sur les systèmes de certification, notamment en réseau, en peer-to-peer. C'est ce qu'on utilise dans les sites. Justement, la blockchain est basée sur le réseau peer-to-peer. Et c'est justement à l'école qu'on a commencé à travailler là-dessus. Et qu'on a pu faire quelques essais, quelques essais en peer-to-peer pour arriver à mettre en place des systèmes de communication. Je vais repasser la main à Olivier pour conclure. Ah oui, t'as besoin de sommeil encore un petit peu toi, hein, c'est le décalage horaire. Mais voilà des exemples. Alors je vais finir très rapidement puisqu'il me reste 56 secondes et demie. Et il est clair que pour tout ça, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez là le planning des 2 cycles d'ingénieurs chez nous à l'école. En bleu, vous avez les stages. Vous voyez qu'on a 4 possibilités de stages. On travaille actuellement avec le service d'Emmanuel ici chez Alcatel avec des étudiants qui sont sur un sujet de fonctionnalité avancée sur Rainbow. Et il y en a 3 là qui sont attentifs et qui écoutent bien tout ça. Et donc évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter dans ce cadre-là. Et voilà des domaines de recherche sur lesquels on travaille. Notamment aussi pour mettre en application l'utilisation de la blockchain dans l'usine du futur, dans l'industrie. On parlait du salon BI 4.0 tout à l'heure, on y sera aussi avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure pour en parler. Il me reste 3 secondes pour vous rappeler le site web de l'école, mon mail si vous avez des offres, des besoins, des idées de projet, n'hésitez surtout pas, on sera prêt à travailler. Il reste 1 seconde et je passe la main à TPS. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous parler rapidement de Télécom Physique, donc enseignant à Télécom Physique Strasbourg. Donc en tant qu'enseignant, je vais vous parler un peu des formations aussi. Mais je suis aussi chercheur à ECUB, à l'Université de Strasbourg. Donc c'est vrai que moi je travaille plus sur la technologie elle-même que sur les applications. Donc c'est vrai que on est aussi en recherche dans l'équipe réseau à ECUB. On attend aussi des collaborations avec les industriels d'un point de vue recherche aussi, donc ça m'intéresse, donc je voulais passer ce message-là aussi. Mais sur l'école en elle-même, donc effectivement, nous, on n'a pas de cours blockchain dans nos parcours pour le moment, mais nos parcours parlent de technologies qui sont souvent citées comme étant à l'origine un peu des blockchains, notamment d'un point de vue technique. Notamment, il y a un sujet qui est commun au parcours, à toutes les options du parcours réseau et télécom. Donc à Télécom Physique, il y a le parcours généraliste qui forme des ingénieurs généralistes, et il y a un parcours réseau télécom qui forme des ingénieurs en réseau télécom, dans lequel je pense que ce serait plus adapté pour poser notamment des sujets de stage et des projets ingénieurs. Notamment, on voit qu'il y a notamment des cours d'algorithmes distribués, qui, comme on sait, sont vraiment à la base de la technologie elle-même blockchain, notamment sur le consensus, sur comment se passe vraiment les collaborations entre les participants dans un réseau blockchain. Donc issu des cours, notamment, il va y avoir une partie du cours qui va être dédiée à la blockchain l'année prochaine. On ne sait pas encore vraiment comment on va prendre forme ce cours parce qu'il y a des modifications qui se passent dans les cours, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté d'apporter la blockchain dans le cours pour que les étudiants aient une première approche déjà avant de faire des stages dessus. Ensuite, donc, dans le diplôme réseau télécom, il y a 2 options. Une option réseau Internet des objets, qui est là depuis un petit moment déjà dans le parcours. Et il y a une option qui vient d'ouvrir cette année, qui s'appelle donc option sciences des données et intelligence artificielle. Et donc qui là pour le coup est vraiment en plein dans le domaine de la blockchain, notamment pour la science des données, donc la gestion des données en lien avec la blockchain notamment. Donc dans l'option réseau et Internet des objets, il y a pas mal de cours qui s'intéressent aussi à la technologie, notamment à la cybersécurité, à l'usage d'Internet, donc les applications que peuvent avoir les blockchains sur les réseaux, et aussi la sécurité avancée des systèmes informatiques. Et sur la partie option sciences des données intelligence artificielle, il y a des cours donc, notamment l'utilisation de ces données avec l'extraction des connaissances avec l'intelligence artificielle, le deep learning, etc. Mais aussi comment ces données sont appliquées dans les industries, etc. Donc il y a vraiment des cours qui sont donc c'est pas directement sur la blockchain, mais sur les applications de la blockchain. Donc ça peut convenir pour faire des stages notamment.
Notamment, voilà, donc les stages peuvent prendre un peu vraiment balayer tous les spectres notamment de la blockchain, hein, notamment ça peut être sur les applications, ça peut être sur l'utilisation des smart contracts dans les blockchains existantes, ça peut être sur la sécurité de la blockchain en elle-même, comme je dis, sur la technique vraiment des protocoles en lui-même, sur comment les consensus se passent. On peut, enfin voilà, vraiment les étudiants ils voient un petit peu tous ces domaines-là, donc même s'ils ne sont pas formés exactement sur la blockchain, ils sont censés avoir une vision globale sur laquelle après ils peuvent se spécialiser. Et notamment, il y a un sujet là, quelqu'un qui a soutenu, enfin, qui a eu son diplôme cette année en réseau télécom et qui a fait son sujet sur notamment les marketplaces, sur la tokenisation des échanges entre les fournisseurs. Parce que vous savez que par exemple Amazon, ils servent de stockage, mais que c'est pas eux forcément qu'ils vendent, ils font que redistribuer. Donc tous ces liens, il y a beaucoup de liens qui se passent par Amazon, mais ils aimeraient bien officialiser notamment les échanges et qu'il y ait une preuve. Voilà, donc c'est un type d'application qui a intérêt. Donc il y a eu un stage sur ça cette année. Et voilà, donc c'est très bien passé. Donc du coup, ça encourage, je pense, d'autres entreprises à peut-être venir proposer des sujets chez nous. Donc un petit schéma pour vous montrer où peuvent se placer les projets ingénieurs et les stages à TPS. Donc TPS, hein, c'est 3 années jusqu'à bac plus 5, hein, ingénieur. Donc le stage de fin d'études, il se trouve à la fin également. Donc c'est là que vous pouvez notamment faire le stage. Mais aussi, ça c'est une nouveauté de cette année. Donc les stages, les projets ingénieurs, donc c'est des projets qui réunissent 4 étudiants. Il y a 200 heures par étudiant qui se déploient sur une année entière. Donc on peut vraiment proposer des projets assez ambitieux quand même pour ce genre de projet ingénieur. Et donc cette année, enfin ça va commencer à partir de l'année prochaine, c'est sur une année civile, de janvier à décembre sur 2 années consécutives. Et donc si vous êtes intéressé, il faut déposer vos sujets de projet en avril, à partir d'avril. Et donc ce qui est bien, c'est que vous voyez 4 étudiants, vous pouvez en prendre un par exemple pour continuer sur le même domaine et faire un stage de fin d'études sur le même domaine. Donc vous pouvez quand même comme ça faire des projets qui sont assez longs et qui peuvent s'étendre du coup sur 1 an et demi avec 4 étudiants au début, puis 1 ou 2 étudiants par la suite. Donc voilà, donc c'est tout pour ça. Et puis si vous avez des questions plutôt sur la TPS ou même sur le blockchain, hein, je suis toujours intéressé de voir autant de gens intéressés par le domaine. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pour vous montrer que les écoles peuvent travailler sur la blockchain, vous voyez qu'il y a les compétences. Maintenant, quelles sont les modalités d'intervention des étudiants dans les écoles? Donc, si vous avez des projets, des sujets à proposer aux écoles, vous pouvez passer par Azastec. Donc, en global, comme l'a dit M. Bramas, hein, donc il y a des possibilités de projet 4.0 donc entre septembre et janvier. Donc là, ça vient de démarrer pour cette année. Donc, ce sont des petits groupes d'étudiants qui travaillent sur la thématique, qui ont un temps dédié. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des compétences pluridisciplinaires, donc de mixer les compétences, puisqu'on parle d'industrie du futur. Donc demain, ça veut dire que les étudiants ou les ingénieurs qui travailleront chez vous ou vos collaborateurs seront amenés à travailler en transversal et en collaboratif. Le travail en silo, il est voué à disparaître. Donc 2 possibilités, les projets 4.0, et après, il y a toujours possibilité d'avoir des étudiants qui sont à temps plein dans l'entreprise, donc sous forme de stage. Donc classiquement, hein, un étudiant sur un sujet d'une école à temps plein dans l'entreprise. Mais vous pouvez également avoir des étudiants qui vont travailler sur un sujet, alors sous format disrupt, ça veut dire qu'ils vont travailler également à plusieurs. Ils seront issus de plusieurs écoles, donc avec des compétences pluridisciplinaires pour travailler sur un sujet. Et en plus, dans ce qu'on appelle le disrupt, on leur demande de suivre un diplôme universitaire en plus de leur formation initiale pour acquérir toutes les compétences transversales nécessaires dans l'industrie du futur. Donc on parle de nouveaux business models, on parle de modèles de gestion de projets agiles comme Scrum, Design Thinking, etc. Et un peu de fondamentaux du numérique aussi, on n'en fait pas des développeurs, mais l'idée c'est que les étudiants de toutes les formations puissent communiquer avec des informaticiens. Et ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Et pour finir sur le fameux disrupt, donc dans le schéma, vous avez donc une entreprise qui
détermine un salarié qui va encadrer les étudiants, vous avez les salariés les stagiaires de la formation initiale, et vous avez également un expert en méthode Scrum, c'est-à-dire que les étudiants apprennent la théorie de la méthode Agile Scrum, mais ils vont la mettre en pratique dans l'entreprise, et il y a un expert en Scrum, donc un Scrum Master, qui va les aider dans cette mise en œuvre. Voilà. Donc pour finir, Monsieur Albert, déjà je voulais vous remercier de nous avoir proposé de participer à vos Open Day et de travailler et de proposer une conférence sur la blockchain. Et donc pour vous présenter, ça fait 23 ans que vous travaillez chez Alcatel. Déjà, ça passe vite. Et vous travaillez sur la partie innovation. Vous êtes responsable du management de l'innovation au sein de l'entreprise et vous avez des valeurs fortes sur le travail collaboratif. Si, je le sais. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse la main pour terminer cette présentation. Donc, je vais conclure cette présentation qui, j'espère, vous a apporté tout ce que vous êtes venu chercher. Donc, on a vu c'était quoi la blockchain, quand est-ce qu'on la met en œuvre, 2 exemples. La supply chain et puis les questions qu'on se pose côté communication. On a parlé d'écosystème, on a parlé de l'écosystème universitaire autour de la blockchain. Moi, je propose de prendre un peu de recul par rapport au sujet de la blockchain et de revenir sur ce qui intéresse Alsastec finalement, qui est les collaborations qu'on peut avoir avec les universités du réseau. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi des partenariats avec les universités? Alors, avant de tenter de répondre à la question, je ne sais pas si je suis capable, mais en tout cas de vous donner ma vision, pourquoi. Je propose 2 petits films. Bien sûr, il n'y a pas de son. Effective communication, clear objectives, respect for the schedule, and the use of agile methods are key Ça, factors c'est un in projet qu'on a mené successful avec projects. l'Exasaisie cette année sur notre plateforme CEPAS Rainbow, et où les étudiants ont réfléchi à quels pourraient être les services qu'on pouvait offrir aux étudiants lorsqu'ils mènent un projet de collaboration. C'est quelque chose de réfléchi quand j'ai réfléchi avec le deuxième projet, c'est quelque chose qui a été mené avec Télécom L'Internet des Strasbourg. objets, ou l'IoT, est un scénario dans lequel les objets, les animaux et les personnes se voient attribuer des identifiants uniques, ainsi que la capacité de transférer des données sur un réseau. Nous sommes une équipe de 4 étudiants de Télécom Physique Strasbourg dans la spécialité RTIE. Pour ce projet, nous travaillons pour l'entreprise Alcatel-Lucent. Voilà. Alors, j'ai fait court parce que en fait, j'ai des collègues qui vous attendent pour vous montrer ce qu'ils ont fait en démonstration et ils ont déjà tout bu, donc ils ne savent plus quoi faire pour vous attendre. Donc pourquoi finalement ces collaborations? Il y a un vieux dicton qui dit qu'il y a c'est le premier pas qui coûte, et mener un projet de collaboration comme ça avec des étudiants, c'est peut-être passer cette première étape et initier une démarche de co-création qui peut déboucher sur une démarche d'innovation très forte au sein de vos entreprises. Alors ça permet quoi? Ça permet de questionner les technologies, bien sûr, puisque c'est des écoles d'ingénieurs. Alors, les nouvelles technologies, là, en l'occurrence, sur le projet TPS, on se posait des questions autour de Sigfox et comment l'intégrer sur nos plateformes de collaboration. Mais aussi des questions sur nos propres technologies. Est-ce qu'elles correspondent à un vrai besoin? Est-ce qu'on sait les intégrer dans les technologies tierces? Et avoir un regard différent du nôtre par des personnes qui n'ont pas du tout la même génération que nous non plus. Après, ça fait pas 23 ans qu'ils travaillent chez AEE. C'est très pertinent. Le deuxième aspect, c'est questionner les usages. Nous, on est dans une démarche de verticalisation, stratégie où on va offrir le bon service qui répond à un métier particulier, et les services de collaboration qu'on offre dans les métiers d'éducation ont beaucoup de valeur pour nous, et il n'y a que les étudiants qui vont être capables de nous donner ça. Donc moi, ce que j'ai mis là comme visuel au milieu, c'est un travail qui a été proposé par des étudiants lors de l'école d'été transfrontalière organisée par Alsastec à Mulhouse chaque année, où on leur a posé la question: c'est quoi la bonne application qui vous aiderait, vous, en tant qu'étudiant sur le campus? Et donc ils ont fait un petit proto avec une vidéo, et c'était super intéressant.
Et bien sûr, si on fait tout ça, c'est pour construire le futur. Et construire le futur, c'est imaginer des usages qui n'existent pas. C'est prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à la haute technologie qu'on a aujourd'hui. Et là, ce qu'on a voulu essayer de faire l'année dernière, c'est de faire appel à des designers, à des artistes de la Haute École des Arts du Rhin. Parce que quand on quitte la techno, beaucoup de choses deviennent plus possibles. Donc ils avaient réfléchi en fait à un concept de nouvel espace de réunion. Quel pourrait être le prochain espace de réunion dans nos usages professionnels. Donc, en fait, ils ont fait beaucoup plus que réfléchir au concept, ils ont réalisé un prototype. Alors, je vous dis pas ce que c'est. C'est pas un parapluie, mais ça pourrait. Et en fait, c'est pour illustrer le fait que atteindre le niveau de prototypage, le niveau de prototype est super important. Parce qu'on a à ce moment-là un objet tangible, on a quelque chose qu'on a devant nous, autour duquel on peut discuter, autour duquel on peut échanger, et qui va nous permettre d'aller plus loin que juste la première vision qu'on a pu avoir. Voilà. Alors, je vais conclure la conclusion. Je vous remercie tous d'être venus. Je me remercie Isabelle et les intervenants d'avoir permis que cette conférence se fasse. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention.